Le thème que j'avais choisi, c'est « Quelle médecine pour demain ?» Formation, enseignement, transmission de notre responsabilité. Quand il s'agit d'un tel thème, on voit qu'il peut y avoir tellement à dire qu'on hésite à commencer à dire. D'abord, je voulais remercier quand même qu'on m'ait invité à cet espace, parce que je pense que ce genre d'espace où on peut se poser un peu, échanger, réfléchir, prendre le temps, c'est fondamental à notre époque où nous allons si vite, où nous accumulons des tas d'informations, où nous courons, on se demande un petit peu après quoi, de prendre le temps de se poser, de réfléchir, d'échanger, de se rencontrer surtout. Ça me paraît vraiment très important. Il y a quelques jours, je participais à une formation de médecin généraliste. Je suis moi-même médecin. C'était sur comment se former sur les soins palliatifs lorsqu'on est à domicile, lorsqu'on est médecin généraliste. Et je voyais à quel point, même si je le savais, même si je le constatais dans ma pratique quotidienne, la peur de la mort est une peur fondamentale, encore plus, je dirais, chez les médecins. Et c'est cette peur de la mort qui sous-tend, en fait, toute notre démarche, souvent. Nous sommes médecins, peut-être, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Peut-être sommes-nous médecins parce que nous avons fondamentalement peur de la mort. De toute manière, on s'aperçoit malgré les avancées scientifiques, malgré la connaissance, les connaissances, l'accumulation d'informations, on se rend compte que cette peur de la mort, on l'a fait disparaître derrière le recul. On ne veut pas la voir, on ne veut pas l'affronter. Et on commence à demander à une médecine de nous enlever nos angoisses existentielles. On demande à notre médecine, effectivement, qu'elle nous rende immortels, mais sans réfléchir à qu'est-ce que ça donnerait une société où l'on serait immortel. On demande à notre médecine d'enlever la souffrance sans avoir réfléchi, la plupart du temps, quel est le rôle de la souffrance et de la douleur. Je n'aurai pas le temps d'aborder ce sujet-là, mais on sait que la douleur, elle a un rôle important. Je ne dis pas qu'il faut la valoriser, simplement il faut la reconnaître. C'est celle qui nous permet de nous maintenir en vie. Il y a des maladies très graves, qui sont des maladies où il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus la sensation de la douleur. Ces gens-là ne peuvent pas vivre. Il y avait un témoignage il n'y a pas très longtemps sur Arte montrant des gens qui n'avaient plus accès à la souffrance, qui n'avaient plus accès à l'empathie, c'est-à-dire la capacité à ressentir la souffrance de l'autre. Ils témoignaient que c'était terriblement difficile de vivre en société et en fait, ça les rendait suicidaires. Quand on parle de médecine et de transmission et d'enseignement, de formation, je me demande quelle est la transmission que l'on veut faire. Je pense qu'il faut réfléchir profondément à qu'est-ce que nous souhaitons transmettre aux générations futures. Quelle médecine nous voulons? Je m'inquiète un peu, pas quand je suis dans des espaces comme ça, mais je m'inquiète un peu au quotidien de voir quelle est la tournure que prend notre médecine, où on accumule des milliards d'informations et on voit comment la médecine, la science a fait vraiment beaucoup de progrès, comment on a accumulé des tas de nouvelles connaissances, mais est-ce qu'on a le temps d'assimiler ces connaissances? Est-ce que nous avons le temps de les intégrer et de voir en quoi elles vont nous être utiles? Comment on va pouvoir les utiliser? À quelle fin on va les utiliser? Quand on regarde ce qui se passe avec l'accompagnement des gens en fin de vie, on s'aperçoit que souvent on a couru avec la peur de la mort et la peur de la souffrance, on a souvent occulté plein de questions qui sont fondamentalement éthiques, que ce soit au moment de la réanimation, de l'acharnement thérapeutique, de soins que l'on propose. On a occulté plein de questions qui font qu'à un moment donné, on est coincé. Et on ne sait plus comment répondre. Et alors là, on pose un débat éthique, mais qui est peut-être qu'il aurait fallu poser en amont. J'interviens dans une association qu'on appelle Tonglen, et vous me demandiez ce que voulait dire Tonglen. Tonglen, c'est le nom, c'est un mot en tibétain qui veut dire donner et recevoir. Et je pense que si je regarde dans le passé, quelles ont été mes
mes pairs, mes maîtres en médecine, je m'aperçois à quel point, certes, c'était un savoir où un maître, c'était une connaissance où un maître transmettait un savoir, mais moi, ce que j'en ai connu, parce qu'il existait encore des maîtres en médecine au moment où j'ai fait mes études, c'était en même temps un rapport à l'autre profondément humain, où l'un et l'autre interéchangeaient. Je me rappelle que celui qui m'a enseigné, qui m'a marqué profondément, le professeur Laporte, c'est quelqu'un qui disait Blanc, quand vous rentrez dans une chambre, rappelez-vous bien que c'est monsieur un tel et ce n'est pas le foie de la chambre tant. C'est quelqu'un qui, après chaque consultation, nous demandait profondément comment c'était pour nous. Pas simplement notre diagnostic, pas simplement ce qu'on avait compris de la maladie, mais qu'est-ce qu'on ressentait, qu'est-ce que ça nous faisait, qu'est-ce que ça faisait s'élever comme émotion. Et je me rappelle comment il prenait le temps d'échanger avec nous. Et pas simplement ce que j'ai compris, simplement comme un père, mais c'était quelqu'un qui témoignait comment lui aussi continuait à cheminer dans l'enseignement qu'il donnait à ses propres élèves. Et Tonglen veut dire donner et recevoir à ce sens-là, c'est-à-dire que oui, on a des connaissances que l'on peut transmettre, oui, on a des choses que l'on peut donner, oui, on a acquis des savoirs, mais en même temps, c'est dans la relation à l'autre et dans le temps passé de la relation à l'autre que quelque chose va se passer, que je vais pouvoir m'enrichir aussi de ce qu'est l'autre. On a quelquefois l'impression que notre science, une fois qu'elle aura analysé tous les petits bouts de la connaissance, qu'on saura tel et tel aspect du fonctionnement cellulaire ou du génome ou quoi que ce soit, enfin on saura. Mais on oublie pourtant quelque chose que nous savons tous intimement, c'est que le tout n'est pas l'ensemble des parties. Ce n'est pas la connaissance de chaque chose séparément qui va nous donner la connaissance du fonctionnement global. C'est bien plus complexe que ça. Dans cette transmission, il y a donc à la fois qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce qui m'a fait bouger à l'intérieur, qu'est-ce qui m'anime, quelle est ma compréhension actuellement. En même temps, il y a comment je le transmets à l'autre. Quelle est la voie la meilleure pour lui? Quel va être le support le plus adapté pour lui? Et puis, il y a cette notion qu'il y a une partie qui peut-être nous échappe, qu'on peut appeler le grand autre, qu'on peut appeler l'inconnaissable, qu'on peut appeler, j'ai entendu le mot d'incertitude ce matin, et c'est un mot que j'aime bien. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup le mot peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une partie de choses qu'on pense savoir et qui, au fil des années, peut évoluer. Et si je vois ce que j'avais appris dans mes études de médecine, il y a maintenant, je ne dirais pas combien il en est, mais pas mal, plus de 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont énormément changé. Quand on voit ce qu'on peut comprendre maintenant du fonctionnement du cerveau et ce que moi j'ai appris à l'époque, beaucoup de choses ont changé. Je pense qu'il y a 3 ingrédients importants lorsque l'on va transmettre, ou de toute manière dans toute activité humaine qui est fondamentalement une activité de transmission. Que l'on soit parent, que l'on soit enseignant, que l'on soit médecin, qui que l'on soit, sans le vouloir forcément, nous transmettons quelque chose. Il y a la notion que j'ai entendu parler de cœur ce matin, il y a la notion que ce que nous portons en nous, nos émotions, notre façon de percevoir le monde par le cœur, par la relation, ça profondément nous allons le faire passer. Mais une femme prix Nobel de neurosciences disait, vous savez, l'homme, il n'est pas encore devenu Homo sapiens, il est encore Homo erectus.
Ça veut dire que nous sommes quand même encore profondément agis par nos émotions et manipulés par nos émotions. C'est quelque chose qu'on oublie la plupart du temps, qui fait que, croyant agir de façon sage, sur des bases scientifiques, solides, en fait, nous transmettons et nous agissons du point de vue de nos peurs, de nos appréhensions, de nos craintes et de notre ignorance surtout. Et c'est Pierre Rabhi qui parlait. Pierre Rabhi est un agroscientifique que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un qui parlait de l'importance de l'humilité. Et de l'humilité, il disait, vous savez, dans le mot humilité, il y a la même racine que dans le mot humanité et que dans le mot humus. L'humus, vous savez, c'est ce qui va se transformer lorsqu'une feuille ou lorsqu'une plante tombe en terre. Elle se mélange et elle va se transformer, se décomposer. C'est un processus de putréfaction et ça va permettre que ça nourrisse la terre et les plantes à venir. Et en fait, il y a quelque chose de profondément important à comprendre parce que le processus de transformation, de transmutation et de transmission, il est là. C'est comment nous acceptons de nous défaire progressivement de nos supposées connaissances, de nos savoirs, comment dans ce travail d'humilité, nous pouvons nous transformer profondément et permettre à quelque chose d'advenir. Le logo de l'association Tonglen, c'est un lotus. Le lotus, c'est une fleur très belle, pour ceux qui la connaissent, qui pousse sur des eaux stagnantes et uniquement sur des eaux stagnantes. Et ça, c'est le symbole qu'en fait, c'est dans l'acceptation de nos stagnations intérieures, c'est-à-dire de notre compréhension que nous ne savons pas tout, qu'il y a une part d'ignorance, d'ombre en nous, qu'il y a aussi toutes ces émotions qui nous travaillent, qui nous transforment. Dans ce processus-là profondément de transformation, que nous pouvons donner ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire participer à une humanité. Donc si nous voulons transmettre, il y a cette notion fondamentale qu'il faut se retourner vers soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je comprends de la médecine aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de la médecine aujourd'hui. Il y a cette notion de comment je veux transmettre, quel espace, quel temps je me donne, quelle relation je mets en place pour m'adresser à l'autre. Et puis, il y a comment je me relie à cette incertitude, comment je me relie à ce qui me dépasse et comment je lui donne de l'espace. Ça rejoint trois autres notions qui me paraissent importantes dans toute action. On parle beaucoup d'éthique actuellement. On en parle beaucoup en médecine parce que c'est un sujet important et il y a tout ce débat autour de l'euthanasie actuellement en France. Mais je pense que si on apprenait très tôt dans nos études de médecine ou dans les études de soignants qu'avant toute action, il y a prendre un temps pour savoir quelle est mon intention derrière. Qu'est-ce que je souhaite faire? Où est-ce que je veux aller? Plutôt que de me précipiter. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps de se poser. Si, une fois que j'avais fait ce temps-là, de me poser, de me demander où j'ai envie d'aller, ou pourquoi je fais ça, après, il y a comment je fais les choses. Comment je les fais, dans quelle attitude d'ouverture, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre, de m'ouvrir à l'autre, de m'ouvrir à plus grand que moi, plutôt que de rester fermé sur mes certitudes. Et puis, il y a cette troisième face qui est l'humilité de se dire, pourvu que ce que j'ai fait puisse servir, et que ça puisse se fondre dans ce courant qui va faire que, je l'espère, notre monde deviendra de plus en plus humain, de plus en plus fraternel, de plus en plus ouvert. Ce n'est pas vraiment moi, qui suis-je? Je suis pétrie de ce que j'ai reçu, de ce que m'ont donné des tas de gens,
de toutes mes lectures, de toutes mes rencontres, et c'est sûr que je ne serai pas la même après ce moment-là, passé avec vous, après avoir écouté ce morceau incroyable de musique tout à l'heure, quelque chose profondément a changé en moi. Et donc il y a cette humilité à se dire, voilà, j'ai peut-être servi à quelque chose, je suis à la fois important dans l'univers et à la fois pas grand-chose dans l'univers. Et il y a vraiment quelque chose à trouver là, qui que l'on soit, et surtout si on est médecin ou si on pense devoir soigner. À la fois, je suis important, et vous savez que les astrophysiciens ont pu montrer qu'il suffisait quelquefois qu'une petite astéroïde arrive dans la bonne direction, au bon moment, dans la trajectoire d'une planète qu'on croyait immuable pour qu'elle change. La trajectoire change. Ça veut dire que cette toute petite astéroïde peut faire changer quelque chose. Et nous ne savons pas à quel moment nous serons les astéroïdes de grandes trajectoires d'autres, de systèmes que l'on pense immuables. Mais en même temps, il y a tant de planètes, il y a tant d'astéroïdes et le monde est si vaste. Vous voyez, il y a vraiment cet équilibre-là à sentir. Oui, je suis important et j'ai une place. Donc, quelle est l'intention que je place dans tout ce que je fais? Comment je vais faire? Avec quelle éthique? Avec quelle vision? De quel espace j'agis? Mais en même temps, cette simplicité de se dire qu'on est juste un moment dans la trajectoire de l'univers, qu'on est juste un petit grain de sable, mais un grain de sable indispensable. Je parlais au début de cette intervention et je vais finir là-dessus, de cette formation à laquelle je participais il y a quelques jours. Donc ces médecins témoignaient de leur angoisse. Ces médecins disaient leur panique, que les gens en fait meurent à domicile parce que ils avaient peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement. Parce qu'ils pensaient que la bonne mort était une mort médicalisée, une mort propre. La bonne mort, c'est ce que veut dire euthanasie d'ailleurs, une bonne mort. Et puis il y a eu ce moment où dans la formation, on a juste abordé on dit que dans les besoins de santé, il y a à prendre en compte les besoins physiques, les besoins émotionnels, les besoins sociaux et les besoins spirituels. Et donc on a pris un moment pour réfléchir quels étaient ces besoins spirituels, qui ne sont pas le religieux, qu'on a occulté en France à cause de la séparation de l'Église et de l'État et en assimilant ça aux religieux. Et une fois qu'ils ont compris ça, en peu de temps, c'est-à-dire revenir à qu'est-ce qui donne du sens, pourquoi nous sommes sur Terre, pourquoi on traverse des maladies, à quoi peut servir la maladie, parce qu'elle a une fonction, quelle est notre place, pourquoi nous avons choisi ce métier, qu'est-ce que c'est que cette humanité où on se rencontre, où on s'accompagne et où vraiment on s'apporte, on peut s'apporter tellement, on peut se transformer les uns les autres tellement. Une fois qu'on a eu pris cet espace, le lendemain, il n'y avait plus du tout de questions sur les recettes nécessaires pour bien traiter la souffrance. Il n'y avait plus ces peurs de la mort. Il y avait simplement des êtres qui disaient que tout d'un coup, dans cet espace-là de réflexion, ils avaient pu faire ce retournement vers eux-mêmes, qui était de se repositionner « pourquoi je suis là ?» Et notre monde manque de ces espaces-là. Nous avons beaucoup d'espace où partager des tas de connaissances, de savoirs, d'informations, et c'est important. Je pense qu'il y aura à transmettre des savoirs, mais il y a aussi à transmettre des savoir-être, c'est-à-dire ces temps où on se retourne sur soi et on réfléchit. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que représente ma vie pour moi? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Quand on accompagne des gens en fin de vie, on se rend compte trop souvent qu'au dernier moment, ils se rendent compte qu'ils sont passés à côté de la vie. C'est Jean-Yves Leloup qui dit très joliment, vous savez, l'essentiel s'efface devant le nécessaire et l'indispensable. Mais l'essentiel, il est essentiel et à un moment donné, il faudra bien s'y confronter. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Et peut-être que ces 2 jours ou 3 jours sont des moments où on peut aussi se donner l'espace pour réfléchir à quel est cet essentiel. Et à ce moment-là, tout naturellement, toutes les connaissances, tout ce que l'on peut savoir va trouver sa place.
va permettre de nourrir, mais de faire passer autrement nos savoirs, va permettre de transmettre autrement, et peut-être que nous pourrons ainsi participer à une médecine de demain qui sera réellement plus humaine, et peut-être moins médicalisée, moins automatisée, avec moins de protocoles. Je terminerai donc sur ce mot de Tonglen qui veut dire donner, recevoir. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à trouver dans le fait de donner, mais de donner pas simplement ses savoirs, mais aussi savoir nous ouvrir tout simplement avec nos limitations, avec notre humus, notre humilité, notre humanité, nous ouvrir à l'autre, dans cette simplicité de la rencontre. Et à ce moment-là, cela permet l'ouverture pour que l'on puisse recevoir beaucoup de l'autre, qu'on puisse revoir sa richesse, ses savoirs, ses différences. Et la science a beaucoup à grandir à travers ça, dans cette démarche d'ouverture à l'autre, aux choses qui sont différentes. Et on voit bien dans ce débat entre médecine classique, ces médecines dites alternatives, mais alternatives à quoi, comme l'ostéo, l'homéo, etc. Je pense qu'on pourrait construire un dialogue qui serait réellement beaucoup plus bénéfique s'il y avait cet état d'ouverture, de vraiment donner et recevoir. Merci. Merci beaucoup.